Les élections se sont déroulées conformément aux prescriptions légales. S'agissant des législatives, tous les partis qui ont rempli les conditions prévues par la loi ont pu compétir. Et nous l'avons vu. Ont circulé librement dans le pays, ont fait leur meeting librement et ont mobilisé leurs électeurs tout aussi librement. Les électeurs sont allés aux urnes, ont porté leur choix sur les uns et ou les autres. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Abordons volontiers les résultats des élections législatives et municipales. Les deux partis principaux qui soutiennent l'action gouvernementale ont imposé leur loi, une présence hégémonique exclusive dans toutes les instances d'élus, à l'Assemblée comme au niveau des mairies. Pour le démocrate que vous êtes, sans mauvais jeu de mots, vous voyez bien ce que je veux dire, l'homme attaché aux principes démocratiques, est-ce que vous n'avez pas comme une sorte de, j'allais dire, de parcours inachevé par rapport à notre processus démocratique, à la vie démocratique, à la marche démocratique du Bénin? Pourquoi? Les élections se sont déroulées conformément aux prescriptions légales. S'agissant des législatives, tous les partis qui ont rempli les conditions prévues par la loi ont pu compétir. Et nous l'avons vu. Ont circulé librement dans le pays, ont fait leur meeting librement et ont mobilisé leurs électeurs tout aussi librement. Les électeurs sont allés aux urnes, ont porté leur choix sur les uns et ou les autres. Et puis à l'arrivée, le résultat est la manifestation de la volonté des électeurs, de la volonté du peuple. La volonté du peuple ne saurait se discuter parce que le peuple ne se trompe pas. Et le peuple a décidé que tel et tel parti peuvent aller le représenter à l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de la loi. Et que tel et tel autre n'était pas qualifié, n'était pas assez représentatif dans le pays pour porter leur voix au sein du prochain Parlement. Il faut prendre acte de cela. Donc, qu'est-ce qui gênerait en démocratie dès lors que aucun des partis en compétition ne s'est plaint de n'avoir pu organiser ses meetings, de n'avoir pu aller ici ou là, ou de n'avoir pas vu ses militants sortir. Moi, je pense que les enseignements qu'il faut tirer de ce scrutin, ils sont ailleurs et plus profonds. On est toujours sur les législatives. Et ça a été une élection où, encore une fois, toutes les sensibilités qui ont pu se qualifier et ont pris part. Quand on a évoqué les municipales, le parti d'opposition, les démocrates, n'a pas pu se qualifier parce que n'ayant pas fourni une liste complète à la Sénat. Moi, j'aime à insister là-dessus parce que j'entends parfois certains de vos confrères, d'ici ou d'ailleurs, parler d'exclusion. Lorsque vous avez été à une compétition, vous n'avez pas rempli les critères, il ne saurait être question d'exclusion. Vous devez fournir une liste donnée. Vous l'avez fournie à moitié, en tout cas incomplète. Vous êtes exclu vous-même si exclusion il y a, mais vous n'étiez pas qualifié pour y prendre part. Donc ce parti n'a pas pu se qualifier pour les municipales. Il n'a pas pu non plus désigner un duo candidat pour la présidentielle à venir. Donc il lui restait les législatives. Et j'ai entendu d'ailleurs que le parti en faisait son combat, le combat d'une vie. Et ses électeurs avec. Ce à quoi on se serait attendu justement, si le parti avait été majoritaire au sein de l'opinion, au sein des électeurs, c'est qu'il y a une mobilisation générale pour donner une leçon au parti de la majorité présidentielle. Or, nous avons vu à l'arrivée que nos prévisions étaient plus conformes à la réalité parce que la démonstration a été faite de façon éclatante que ce parti est minoritaire au sein de l'opinion. Donc du coup, vous considérez que l'expression du vote qu'on a eu pour les élections couplées, c'est une sorte de plébiscite de l'offre de gouvernance qu'on a vu jusque-là? Le mot est tout à fait juste, c'est un plébiscite. Mais la raison en est que, allez-y. Quand vous regardez vous-même les scores obtenus par les uns et les autres, les deux gros partis de la majorité présidentielle, donc qui ont emporté les sièges, font à eux seuls pratiquement 80%. 80% des suffrages exprimés librement par les populations. C'est un plébiscite. Vous auriez avec que par le charme démocratique, le pourcentage, le score réalisé par le principal parti d'opposition, pardon pour le mot, il y en a qui le récusent, notamment FCBE, mais enfin les faits sont là, plus de 16%, ce n'est pas rien. Ailleurs, un seuil de 10% des suffrages exprimés, ce n'est pas rien, comme seuil de représentativité. Oui, mais pour l'instant, c'est le niveau auquel se trouve ce parti, 16%. Selon les contingences vous voulez, légales. Ce que vous n'exprimez pas, c'est que vous voulez dire, bon, un parti qui a quand même 16%, est-ce que ça ne serait pas bien qu'il ait quelques représentants au sein de l'hémicycle? C'est ça votre pensée, Monsieur Sounourou? Quand aux États-Unis, on fait la présidentielle et que vous avez un candidat qui remporte le suffrage populaire, parfois avec des millions de voix d'avance sur son challenger, mais qui n'a pas réussi à remporter des États pour emporter
les grands électeurs, Tout à fait, oui. à l'arrivée, C'est trop pénalisé. ils paient. Oui. Et vous avez connu des exemples récents dans la vie des États-Unis. Ils ont un système où, quand vous allez à la présidentielle, et je ne vous entends pas souvent, vous des médias, l'expliquer à nos concitoyens, aux gens qui n'ont pas forcément votre niveau, afin qu'ils comprennent que chaque peuple, chaque pays adapte son parcours aux exigences, aux défis qui se posent à lui à un moment donné. Demain, ça peut changer. Quand vous allez aux États-Unis et que vous allez à la présidentielle, le système voudrait que celui qui gagne un des États fédérés emporte les grands électeurs qui représenteront cet État-là. Et il est déjà arrivé, même dans les années récentes, je vois en 2000, le candidat démocrate qui a remporté le suffrage populaire et qui n'a pas été élu parce que le républicain a eu le plus grand nombre de grands électeurs. Mais c'est objectivé comme une anomalie démocratique. En 2000, ah non, surtout pas. Demandez aux Américains, ils ne vous diront pas que c'est une anomalie démocratique. Si, il y en a beaucoup qui ont cette opinion. Non, du tout. En 2016 encore, c'est arrivé. Maintenant, vous pouvez dire à l'observance que des gens s'interrogent aux États-Unis en disant, bon, est-ce que ce système, pertinemment, nous pouvons le garder encore sur la durée? Est-ce que nous devons le garder? Parce que à l'arrivée, parfois, le résultat peut jurer avec la réalité du terrain. Ouais. Ça, c'est normal en science de se poser les questions. Et une loi, elle est fille de son temps. Elle peut évoluer. Nous avons un modèle qui voudrait que il faut avoir au moins 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales pour avoir des députés. Et il y a un parti, le parti qui a les 16% au palais, à l'arrivée en plus, il a manqué les 20% dans pas moins de 13 circonscriptions électorales, donc plus de la moitié. Cela montre bien qu'il n'est pas assez représentatif dans toutes les circonscriptions, conformément à la volonté des lois électorales que nous avons. Et puis, moi j'ai été particulièrement sidéré par ailleurs de voir que même dans des circonscriptions qui, a priori, étaient perçues ou pouvaient être perçues comme des bastions de ce parti, mais il y a été totalement laminé, parfois avec des scores anecdotiques. Et ça vous renseigne, encore une fois, qu'à l'arrivée, la volonté populaire est celle qui s'est manifestée et les électeurs ont placé l'UPR, le BR en tête, suivi de LD, de FCBE et puis de Moël Bénin pour parler des législatives. Monsieur le porte-parole, de nombreux observateurs soulignent la faible participation de nos concitoyens. Le gouvernement y voit-il un signal d'alerte justement sur la confiance des citoyens dans le processus électoral? Non, mais un moment, s'il vous plaît, si vous permettez, avant que d'arriver sur la participation, restons sur le débat précédent et finissons-le pour apprécier les messages ou le message que les électeurs passent. Parce que avant ça, on a entendu longtemps, pour nous en tenir au parti LD, revendiquer d'être le parti du peuple, d'être le plus grand parti du Bénin. Et j'avais eu l'occasion de dire, quand les réformes ont été faites et qu'on entendait les grognements de certains, je disais que les partis qui ont compris que la loi leur pose un défi, tels des fourmis besogneuses, se sont mis sur le terrain pour travailler et essayer de rattraper leur retard. Tandis qu'un autre moins jouait les cigales et que le résultat ne saurait surprendre. À la fin, je vois, ça n'a pas menti. Mais les électeurs ont surtout montré qu'ils sont plus arrimés aujourd'hui au Bénin nouveau, au Bénin de demain, plutôt qu'au Bénin du passé. Les électeurs nous passent un message. Nos électeurs aujourd'hui, ils vivent dans un Bénin 3.0. Ils aspirent peut-être à un Bénin 7.0 ou 9.0, plutôt que de retourner dans un Bénin analogique que certains leur proposaient. Et c'est ça qu'il faut saluer, la maturité des électeurs, la maturité du peuple béninois dans son ensemble. Quel que soit le pays, éventuellement démocratique. Est-ce que nous sommes d'accord que le peuple ne se trompe pas? C'est pour ça qu'on dit Vos Populi, Vos Dei, n'est-ce pas, M. Sounourou? Bon, c'est une vision philosophique. Non, est-ce que nous sommes d'accord que le peuple ne se trompe pas? Puisque dit que la souveraineté appartient au peuple, le peuple exerce sa souveraineté, il manifeste librement son intention dans les urnes, vous lui accordez au moins le crédit d'avoir fait le choix dont il avait envie. Donc le peuple ne s'est pas trompé en faisant ces choix-là. À partir de cet instant, il faut tirer les conclusions. Moi, je considère que le peuple béninois est heureux aujourd'hui d'être dans un Bénin 3.0, de considérer que la marche du pays globalement est satisfaisante, même s'il y a encore des défis ou des aspects à corriger, à améliorer, ce qui est normal partout ailleurs dans le monde, mais surtout, ce peuple ne veut pas revivre dans le Bénin d'avant 2016. Et c'est le principal message qu'il nous a passé, c'est ça qu'il faut retenir.